Bonjour et bienvenue à bord de ce vol British European Airways 548. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol qui n'aura pas duré très longtemps. Alors pensez d'ores et déjà à vous abonner et attachez vos ceintures, on décolle dès maintenant. V1. Rotation. Nous sommes le 15 juin 1972 à l'aéroport de Londres Heathrow. Un Hawker Siddeley Trident doit rejoindre l'aéroport de Bruxelles. Ces temps-ci, un mouvement de grève d'une partie des pilotes a entraîné quelques perturbations pour les vols et quelques avions ont été annulés, d'autres retardés. Le vol 548 dans lequel vous montez aujourd'hui est rempli au maximum de ses capacités. Plus un seul siège de vide, donc du coup si tu voulais être surclassé, tant pis, c'est pas possible. Dans cet avion on retrouve le commandant de bord Stanley Kay, oui, Kay comme une clé, voilà, donc Stanley Kay. 51 ans, 15 000 heures de vol, donc 4000 sur un avion de ce type, le Trident. Jérémy Kegley est le copilote avec 22 ans seulement et 29 heures de vol en tant que copilote. Enfin, Simon Ticehurst, le mécanicien navigant, 24 ans, 1400 heures de vol, dont 750, soit plus de la moitié sur cet avion. On retrouve un total de 112 passagers et de 3 personnes en cabine, 3 hommes dans le cockpit, 6 membres d'équipage en tout. Avec quand même une belle équipe, hein, avec surtout dans le cockpit, un commandant de bord et un mécanicien navigant qui ont une belle expérience sur le Trident. L'avion, d'ailleurs, ce Trident, est très apprécié par les pilotes et très fiable. Mais un avion fiable ne suffit pas toujours si derrière les pilotes ne suivent pas comme il se doit. Ce 18 juin 1972, le commandant de bord était pas censé être en service. Mais comme c'est l'un des meilleurs de la compagnie, il a été demandé et bon, c'est plutôt rassurant d'avoir un commandant hautement qualifié. C'était encore la bonne vieille époque où le commandant de bord était le seul maître à bord et où les copilotes et les mécaniciens navigants se contentaient d'exécuter les ordres sans poser trop de questions. Après, il faut dire que le copilote, avec ses seulement 29 heures de vol en tant que copilote et âgé de seulement 22 ans, il a un petit peu du mal à s'imposer face à un commandant qui est assez ferme, avec un tempérament assez fort. Et oui, c'était comme ça à l'époque, le commandant avait toujours raison, quoi qu'on dise. Ce qui a d'ailleurs été les causes de quelques crashs, hein, on va se le dire. Le commandant de bord est quelqu'un de très expérimenté, d'une cinquantaine d'années, et qui n'aime pas se faire emmerder clairement par les petits jeunes qu'il estime irresponsables. Mais pourtant, l'avion décolle enfin, le commandant demande la poussée maximale, sauf que cet avion, s'il est très agréable, il est super bruyant. Il possède des moteurs vraiment très bruyants, si bien que à peine 2 minutes après le décollage, il faut déjà réduire la puissance des moteurs. Pourquoi? Pour réduire les nuisances sonores en fait. Même quand vous êtes à 1000-2000 pieds, il faut déjà réduire la puissance des moteurs. Les pilotes devront donc bientôt la réduire et ils en sont obligés, ils doivent respecter les consignes. Hein. De toute manière, s'ils ne le font pas, ils auront un avertissement et seront sanctionnés. Mais juste une petite question quand même, depuis quand est-ce qu'on réduit la puissance des réacteurs alors même qu'on décolle? Habituellement, on fait ça quand on met le pilotage automatique et que l'avion est déjà à une altitude de sécurité. Là, 1 minute et 30 secondes après le décollage, c'est vraiment peu pour le coup. Juste après le décollage, l'avion tourne en direction de Stades, puis file vers Bruxelles. Et c'est parti, 90 secondes sont passées, on réduit la puissance des moteurs, l'avion passe les 1500 pieds, mais doit monter à 6000 pieds. Mais l'avion commence très rapidement à perdre de la vitesse et de l'altitude. L'avion est en réalité quasiment en train de tomber, il est en chute libre. Il a décroché et le Tristar finit par s'éclater sur le sol dans un champ violemment, tuant l'ensemble de ses passagers sur le coup. Pourquoi cet avion s'est crashé si rapidement après son décollage, alors que c'était un avion fiable? Bon, déjà on a une petite idée là, pourquoi ce crash s'est produit si vite? Ce n'est pas le premier Trident qui fait ce chemin, et il n'y en a pas d'autres qui se sont crashés sur ce trajet avec cette même configuration, c'est-à-dire de voler, pousser maximale, et puis au bout d'1 minute 30 de vol, réduire la puissance des moteurs de manière à faire moins de bruit. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur le sol, c'est que l'avion n'a pas laissé de traces de raclage au sol. Quand un avion continue à avancer et qu'il s'éclate sur le sol tranquillement, enfin tranquillement non, mais voilà, il s'éclate sur le sol en longueur, comme ça il laisse une longue trace, il racle le sol et ça fout, voilà, ça détruit un petit peu tout sur son passage. Mais là du coup, il n'y a pas ça, ce qui veut dire que l'avion est tombé littéralement à la verticale, comme ce qui va conforter ma thèse du décrochage, alors même que vous ne savez pas encore vous ce qui s'est passé. Mais moi je le sais, mais vous allez le savoir. L'avion est tombé en fait de manière brutale au sol et directe, avec une vitesse horizontale très faible. Pour rappel en fait, le décrochage, pour vulgariser énormément, c'est quand un avion n'a plus assez de vitesse et donc de passage d'air au-dessus et en dessous de l'aile, ce qui s'appelle la portance. Et donc l'avion ne peut plus voler correctement, il n'accroche donc plus à rien et il tombe comme une pierre. Comme toi Pierre. Sauf qu'une manette en fait, celle des becs, n'est pas réglée comme elle aurait dû être en réalité. Les becs, ça sert à augmenter la portance à basse vitesse en augmentant tout simplement la taille des ailes. Mais là les becs étaient rentrés, ce qui peut en effet faire décrocher un avion très rapidement à basse vitesse. Mais
On note aussi que l'avion montait moins rapidement que d'habitude. En effet, le commandant Kay était toujours constant, ne commettait jamais d'erreur, le pilote modèle pour la compagnie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était là ce jour-là. Sauf que là, la vitesse est inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Et pourtant, on sait que comme c'est lui qui gérait le pilotage, comme je le disais au début de la vidéo, pendant que le copilote s'occupait du chronomètre et de l'altitude, en fait, si, ce que je vais vous dire est vrai. Il était vraiment écrit sur une tablette dépliable des commentaires désobligeants, désagréables et insultants sur le commandant de bord. Genre, Kay doit s'en aller et d'autres trucs comme ça. Déjà, ça donne une mauvaise ambiance dans l'avion. Bon, après, dans un avion en vol autant que dans le décollage, le commandant n'est pas censé faire la gueule pour des commentaires, certes, stupides, vexants, mais ça reste des commentaires, il y a quand même la sécurité des passagers qui compte avant toute chose. Mais c'est pas à cause de ça uniquement si le commandant est concentré sur autre chose que le pilotage. Parce que oui, pour piloter un avion de cette taille, il faut surtout de la concentration. Beaucoup de concentration. Le commandant de bord parlait rapidement et ne répondait pas comme il aurait dû répondre au contrôle aérien. Peut-être qu'il était stressé. Habituellement, quand on demande quelque chose, le commandant ou le pilote, de toute manière, doit répondre par la chose demandée et le numéro de vol. Exemple, BEA 548 monté à 5000 pieds, BEA 548 nous montons à 5000 pieds. BEA British European Airways et pas Bureau Enquête et Accident, d'accord? Ça sert à confirmer que oui, on a bien compris la demande et on applique ce qui a été demandé. Mais là où tout s'explique, c'est qu'en effet, le commandant aurait été énervé, stressé, mais en fait, c'est le copilote qui a remonté les volets. Or, sur ce Trident, la manette des volets et la manette des becs sont identiques. Alors évidemment, quand on décolle, on rentre les volets, mais là, à 10-15 cm d'écart, la même manette, exactement. Bon, vous imaginez bien qu'un commandant de bord avec 15 000 heures de vol regarde très attentivement chaque manette qui est active, non? Bon, disons que c'est un petit peu comme toi dans ta voiture quand tu as déjà, je sais pas, quelques années de permis, tu regardes pas ton levier de vitesse comme ça à chaque vitesse que tu passes. Alors attends, là, j'embraye, c'est bon, j'ai bien le pied sur l'embrayage, première, ok, attends. Deuxième, ouais c'est bien, ok. Bon bah voilà, là c'est exactement pareil. Donc oui, vous imaginez bien. Et en fait, il a en réalité rentré les becs sans y faire attention. Mais une nouvelle fois, on suppose que c'est lui car les deux autres personnes dans le cockpit étaient occupées à autre chose. On n'en a pas forcément la preuve absolue. En plus de ça, le commandant de bord avait de graves problèmes cardiaques qu'il ignorait, mais qui se sont révélés après un énervement contre les pilotes grévistes. Vous savez, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Un problème cardiaque du commandant Kay, des sentiments de fatigue et de potentielles douleurs, et le commandant fait un petit peu n'importe quoi, trop rapidement, parce que forcément, quand on a quelque chose qui nous gêne dans le corps, on a tendance à aller un petit peu plus vite, à faire les trucs en mode pas forcément, on n'en a rien à foutre, mais bon voilà quoi, on va un petit peu plus vite et on essaye d'arranger ce qui se passe surtout avant nous, puisque c'est un instinct de survie normal. Si le commandant Kay n'avait pas eu ces problèmes de voler, n'aurait-il pas fait un accident cardiaque en plein vol? On ne sait pas, on ne le saura pas, mais les médecins légistes en ont conclu, au vu de l'autopsie, que ça aurait été très probable. En tout cas, on sait que le commandant affaibli, son équipage inquiété par le tempérament de Kay et une mauvaise manipulation des becs ont conduit l'avion à sa perte beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu imaginer. Et voilà, chers passagers, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, tu peux détacher ta ceinture maintenant, tu laisses un like sur cette vidéo, et tu me dis d'ailleurs aussi dans les commentaires de quoi on parle la semaine prochaine, parce que là honnêtement j'ai aucune idée, donc il faut que tu me le dises en commentaire. On se retrouve mardi prochain 17h30 comme d'habitude. Quant à moi, je te rappelle que je ne suis toujours pas pilote, pas commandant de bord, que je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, même pas dans le milieu de l'aviation, que je suis juste un passionné qui a envie de te partager sa passion. À mardi 17h30.